Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va se prendre au jeu des prédictions pour l'année 2025. Alors bien évidemment, dans le thème qui nous intéresse, le thème qui nous a... les thèmes qui nous ont rassemblés tout au long de l'année 2024 dans ces épisodes de Mes Bricolos, à savoir la création, l'innovation et le design. Le design d'un métier que j'exerce depuis plusieurs années, donc c'est un... Prédiction, le jeu des prédictions, c'est un jeu risqué, donc je vais prendre le risque, clairement, dans cet épisode de Mes Bricolos, d'essayer de prédire ce qui va se passer en 2025. Mais on peut quand même, au regard de ce qui s'est passé en 2024, on peut voir et on peut... Il y a un ressenti quand même de choses, de thèmes, de sujets qui reviennent souvent et qui vont être vraiment des enjeux très importants pour l'année 2025. Donc accompagnez-moi dans cet épisode de Mes Bricolos. On va se retrouver tout de suite en couleur, justement, pour faire ce travail ensemble des prédictions de l'année 2025 dans la création, l'innovation et le design. Donc on se retrouve tout de suite en couleur, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 16 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année, puisque c'est le dernier épisode de l'année 2024. C'était notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publiais un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, c'est ce que je vous expliquais en introduction, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prenait le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc ça a été tout au long de l'année 2024. Alors bien évidemment, cet épisode de Mes Bricolos s'appuie sur l'épisode précédent, l'épisode bilan de l'année 2024, où on a fait ce travail de rétrospective. C'est-à-dire on a regardé un petit peu tous les épisodes importants de l'année 2024 qui nous ont permis de voir justement les thèmes et les sujets qui sont revenus souvent et aussi qui m'ont permis de comparer mes prédictions de 2023 à ce qui s'était passé en 2024. Mais en faisant ce travail de bilan, aujourd'hui, ça nous permet, dans cet épisode de Mes Bricolos, de se projeter et d'imaginer ce qui va se passer en 2025. Donc c'est un épisode important. Alors bien évidemment, avant de commencer à voir un petit peu tout ça, on se retrouve dans les commentaires. C'est-à-dire, je vous attends dans cet épisode de Mes Bricolos de réagir un petit peu à tout ce que je vais raconter, à tout ce que je vais dire, parce que je suis vraiment curieux aussi de savoir, vous, ce que vous pensez et comment, à quelle sauce on va être mangé en 2025. Alors déjà, la première chose, vous avez gardé cette actualité. Tout le monde connaît Pantone. On connaît cette marque qui vend des couleurs et chaque année, en fin d'année, il propose la couleur pour l'année 2025. Donc là, on est sur une couleur mocha mousse. Alors là, c'est pas une prédiction, c'est juste une constatation et c'est Pantone qui prédit que ça va être la couleur tendance de l'année 2025. Mais ce qui est intéressant en regardant un petit peu cette prédiction qui est vraiment, alors c'est du marketing, c'est que ça finalement c'est pour vendre la marque Pantone, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout un travail d'analyse, si vous voulez, sur les tendances de 2024 qui permettent à Pantone après de faire ce travail de sélection de couleurs et de dire voilà, en 2025, nous on a comme... cette intuition que ce sera une année où on aura une couleur qui sera plutôt chaude, douce, vraiment enveloppante, texturée aussi. Je remarque vraiment la présence de la texture, que ce soit même dans la présentation de communication de Pantone, on est vraiment sur une couleur qui est texturée. Et là, on a Design Boom qui arrive avec justement toute une construction d'images issu justement de ce travail de recherche où on remarque que quand même, il y a vraiment cette notion de texture, cette notion d'une couleur qui est rassurante. Voilà. Et je pense qu'effectivement, en 2025, on va aller vers cette tendance d'un retour à la matière, à la texture, à des matériaux à une matière originelle, si vous voulez, à des matériaux qui ont une vie. Qui sont sensibles, c'est-à-dire tout ce qui peut être laqué, vraiment très, qui peuvent avoir un côté très, très plastique, vont disparaître au profit de
de ce travail de la texture et de la matière. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de couleur, parce que je suis assez d'accord avec le magazine Ideat qui disait, courant de l'année 2024, qu'on va vers une tendance playful, c'est-à-dire à la recherche d'un design qui rend heureux. C'est vrai qu'après toutes les années qu'on a passées, qui sont des années quand même assez compliquées, entre les guerres, voilà, les problèmes économiques, les gouvernements, tout ce qui a pu se passer dans le monde, c'est vrai qu'on a besoin d'être rassuré. Alors ça va avec cette idée de la couleur et cette couleur qui est chaude, qui est enveloppante et qui est douce. Mais je pense aussi que avoir des objets qui sont ludiques, qui donnent une petite joie de vivre est important. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on a beaucoup vue en 2024. Et moi, je pense que c'est une tendance qui va grandir en 2025. Alors, quand on parle de couleurs vives, ça ne veut pas dire forcément qu'on exclut, qu'on va vers des couleurs qui perdent cette notion de douceur, si vous voulez, comme a pu l'expliquer Pantone, c'est-à-dire de douceur, de couleur enveloppante, etc. Au contraire, parce que cette idée-là, on la retrouve par exemple dans ce projet qui est une publication qui a été faite là dernièrement. Vous pouvez utiliser des couleurs vives, à l'image d'un bouquet fleuri ou à l'image de fruits sucrés. Donc on a quand même cette idée de couleurs vives, mais on retrouve systématiquement cette texture, cette matière originelle, on la retrouve même dans cette composition-là. Donc je trouve que cette image, après qu'on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci, même si moi je la trouve très intéressante sur le plan de l'approche de design d'espace et d'environnement et cette combinaison de volume. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve cette idée à la fois de quelque chose de joyeux, d'amusant, de ludique, des choses qui donnent du bonheur, qui se prennent pas trop au sérieux, voilà. Et à côté de ça, on a quand même ce contact à la matière et on retrouve des matériaux qui sont texturés, qui sont authentiques. Donc, c'est là où je trouve que c'est une tendance qui est vraiment actuelle. Je terminerai sur ce projet où on va vers quelque chose où on a besoin de douceur, on a besoin de vérité, on a besoin d'un retour à la réalité. Mais ce retour à la réalité, on le veut sensible, ludique, on le veut chaleureux bien évidemment, mais aussi amusant. C'est-à-dire on a besoin de sourire à la vie un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens beaucoup, énormément. Et même en dehors des projets de design et de création et d'innovation, on remarque que il y a vraiment un besoin de rire, de sourire, de parler de choses positives, sans forcément s'écarter de la réalité. Je pense qu'au contraire, en 2025, les consommateurs, les personnes qui justement, finalement, les clients, les consommateurs, les personnes qui sont sensibles à la création, à l'innovation, au design et même plus largement, auront ce besoin encore plus affirmé de recherche d'authenticité et de vérité. Et leur acte de consommation, leur acte d'achat, notre acte d'achat, sera aussi motivé par cette envie d'acheter des produits qui ne sont pas simplement beaux, intéressants et intelligents, mais qui racontent une histoire qui est vraie, qui est authentique et qui n'essaye pas de nous manipuler. C'est-à-dire cette idée que des marques viennent nous manipuler est rejetée de plus en plus par le consommateur, et le consommateur est à la recherche de vérité. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple aujourd'hui avec le problème du marché automobile qui s'effondre complètement, et le fait que les clients n'achètent pas de voitures électriques ou très peu. Alors, c'est multifactoriel, ce serait une caricature de dire ce n'est basé que sur un acte de consommation averti
justement par le client qui ne cherche pas à toujours répondre parce qu'on lui a dit que d'acheter de la voiture électrique, il faut qu'il achète la voiture électrique parce que sinon c'est un mauvais, il est sale, il est mauvais et puis il se plie pas aux problèmes climatiques, donc ça veut dire qu'il est un gros dégueulasse qui pollue. C'est pas uniquement le fait de réagir à ça en disant attends, calme-toi, c'est pas parce que tu me dis d'acheter ça que je vais l'acheter, et puis alors cette compétition à la culpabilisation, ça va 2 minutes, mais maintenant je me suis renseigné et la voiture électrique n'est pas forcément aujourd'hui actuellement plus propre que la voiture thermique, dans le sens de toute l'énergie qu'elle demande pour être produite. Donc si vous voulez, il y a une vraie intelligence du consommateur dans l'acte de consommation, mais il y a aussi une réalité économique, un pouvoir d'achat qui s'effondre, des matières premières qui augmentent, avec le problème avec la Russie, le gaz a explosé, donc évidemment la production électrique, la valeur a explosé, et aujourd'hui c'est moins compétitif d'acheter et d'avoir une voiture électrique qu'il y a quelques années, post-Covid, donc évidemment il y a plein de choses, c'est multifactoriel, et comme je vous l'ai expliqué, faire la caricature de simplement en disant simplement que le consommateur est devenu c'est un consommateur conscient qui achète au regard de ce d'une volonté voilà d'une volonté personnelle d'adhérer à un discours ou pas, c'est pas forcément ça. Mais en gros, ce que j'essaye de dire à travers tout ce que je vous raconte là, et je pense que cette analyse du marché de l'automobile est intéressante parce qu'en fait, on peut la généraliser. C'est ce qui se passe aussi dans le vêtement, c'est-à-dire qu'on a vu aussi, comme par exemple ce qui s'est passé avec Nike, hein, j'ai fait un épisode de Mes Bricolos sur ce sujet, c'était début en septembre, avec l'effondrement de Nike et des ventes de chaussures, et puis même plus largement pour plusieurs marques, c'est qu'on se rend compte que voilà, le client, il comprend un jeu, il comprend un mécanisme, et aujourd'hui, s'il sent qu'il est si vous voulez, un simple acteur, je vais dire, passif d'une machine capitaliste qui pousse à la consommation, il prend du recul et il dit moi j'ai pas envie de participer à ça, et tous les mécanismes qui sont liés au marketing et à la communication qui viennent imposer au forceps par un jeu psychologique de culpabilisation et le constamment le ramener à lui-même en disant que s'il fait pas ça, il est pas bien. Donc la posture du consommateur est critiquée constamment et on joue sur des sensibilités pour lui imposer un jeu de consommation. Aujourd'hui, il répond plus comme il répondait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il prend du recul, il questionne, il vient se renseigner, et s'il n'adhère pas au discours, il ne va pas consommer, il ne va pas acheter. Et je suis tombé sur cette phrase, alors je vous conseille, je mettrai bien sûr tous les sites là, que je viens de passer rapidement, qui sont des sites qui m'ont permis aussi de faire ce travail pour cet épisode de Mes Bricolos. Mais je vais vous lire cette phrase de l'association dans le secteur automobile, ils ont une association qui dit, donc c'est le directeur général qui dit cette phrase, la transition devait marcher sur papier, mais uniquement sur papier, mais en fait, c'est moins parfait que ce qu'on pensait et la réalité est différente. C'est-à-dire qu'on est complètement dans ce discours où on a des personnes qui sont, et c'est aussi ce que je reproche à certains départements, à certaines marques avec départements du design qui en fait sont dans une bulle dans lequel évidemment ils sont détachés de toute réalité du quotidien. Parce que quand tu travailles pour une grosse boîte, que tu es directeur de département, dirigeant, et que tu définis les axes de développement, les stratégies à venir, parce que le consommateur évolue comme ça, etc., en fait, on se rend compte que ces personnes-là sont détachées de plus en plus de la réalité et de la réalité du consommateur. Et ils imaginent, c'est ce qui s'est passé avec Jaguar dernièrement, ils imaginent des choses qui sont complètement décalées de la réalité du quotidien, des personnes, des consommateurs qui seront potentiellement les personnes qui achèteront les produits de cette marque. Et ils vivent dans un fantasme qu'ils se sont construits ou se gargarisent entre eux finalement, dans une idée de ce que le consommateur doit faire, et avec cette idée de supériorité, de suffisance, en disant nous on sait, nous sommes les
les sachants et on va expliquer à ceux qui ne savent pas comment ils doivent faire parce que c'est à cause d'eux si la planète est dégueulasse, c'est à cause d'eux si aujourd'hui telle personne a pris le pouvoir, c'est à cause d'eux si aujourd'hui il y a des guerres, c'est à cause d'eux, et on vient taper sur le consommateur du quotidien. Et ces marques-là jouent un rôle qui est assez pervers ou un peu totalitariste et où ils viennent imposer des stratégies, ils viennent imposer des visions, et puis après ils sont surpris de voir que ça marche pas. Ben oui, parce que le consommateur n'est plus aussi docile. Et ça se voit, puisque il y avait une phrase qui disait too big to fail, en disant ben voilà, les grandes marques historiques européennes sont tellement énormes qu'elles ne pourront jamais disparaître. Aujourd'hui, on se retrouve avec BMW. Là, j'ai vu, alors à confirmer, mais moi j'avais vu un chiffre avec une baisse de 84% des ventes en 2024, ce qui est mais énorme. C'est énorme, ou du chiffre d'affaires. En tout cas, c'était un chiffre qui était très impressionnant et c'est bien pire que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que je vous conseille d'aller voir, par exemple, cet article. Donc là, on est sur des articles de sites qui ne sont pas des sites spécialisés dans la création, l'innovation et le design, mais des sites économiques. Et des fois, même si moi, je n'ai pas tous les éléments pour comprendre en détail justement les discours d'économistes. Bon, ça c'est ma sœur avec qui je travaille dans notre agence de design, qui est la manager et directrice financière, qui a un DESS en banque et finance, qui elle m'explique un petit peu tout ça. Donc on est très complémentaires, mais la réalité économique participe au travail de design et au travail de conception, et cette prise de conscience d'une réalité économique est aussi importante quand on fait de la création, et on ne peut pas s'en détacher. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à constater. Et je vous dis, dans le monde, autour de cet axe et du monde automobile, c'est cette chute de la consommation. Mais plus largement, ce que je vous explique, c'est qu'on retrouve ça absolument partout. Et qu'aujourd'hui, c'est important, quand on développe sa marque, quand on réfléchit, de pas se mettre en opposition au consommateur en lui dictant un petit peu ce qu'il doit faire, puisque il ne sait pas et nous on sait. C'est de dire mais non, c'est de faire ce chemin inverse et de dire mais attends, c'est peut-être moi qui sais rien, c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque, et je dois me comprendre un petit peu cette évolution, cette prise de conscience et cette envie de consommer conscient. Voilà, et je pense qu'en 2025, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus important. Alors, ce qui va être fascinant, et la conclusion que je tire et qui va me permettre justement de voir un petit peu de cette tendance pour 2025, ce qui va être absolument fascinant, c'est qu'il va y avoir des marques, il va y avoir des projets qui vont émerger, qui vont prendre conscience de cette problématique que j'énonce aujourd'hui, et qui vont justement proposer des créations qui vont être très intéressantes. Donc autant je pense qu'en 2025, on va continuer avec des projets à la Jaguar type 00 et leur délire qui nous ont pondu là, fin novembre, début décembre. Mais en même temps, on va avoir aussi des projets qui vont se démarquer, qui vont toucher le cœur des consommateurs, qui vont être authentiques, sincères, engagés, et pas dans la moralisation, dans la culpabilisation. On va être sur des projets qui vont être très intéressants en termes d'image et d'histoire à raconter. Et quand je parle d'histoire, c'est pas une histoire construite, c'est une histoire qui prend sens, qui prend racine dans de la logique, dans du vécu et dans de la réalité. Donc l'authenticité vont être vraiment les enjeux, et la vérité vont être vraiment les enjeux pour 2025, plus que jamais. Et il va y avoir un shift vers ça, et toutes les marques qui vont essayer encore de nous faire des leçons de morale, ou d'essayer de nous un peu comme les médias traditionnels font aujourd'hui, tout ça va être de plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus conscients, vont quitter, vont se déplacer, et on va vraiment assister à une situation où soit
les grandes marques vont se poser la question et vont faire un travail d'autocritique pour essayer de comprendre en profondeur et revenir aux réalités du quotidien, soit à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir des grandes marques qui vont disparaître. Donc moi, aujourd'hui, si vous êtes un jeune créateur, vous commencez, vous débutez, finalement, on arrive dans un contexte où c'est peut-être plus intéressant d'essayer de monter sa propre marque, d'essayer de développer son propre produit, que d'essayer d'intégrer des grands groupes. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me dis. C'est-à-dire, si vous êtes un jeune designer et que vous commencez, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant de monter son studio design ou de dessiner une gamme de produits que vous pouvez vendre et puis vous associer avec un artisan, avec un fabricant local, régional, plutôt que d'essayer d'intégrer un grand groupe industriel. Voilà, c'était différent il y a 15-20 ans. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était c'était l'inverse. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, c'est peut-être des designers qui sont attachés à cette logique d'un dialogue direct avec l'outil de fabrication artisanal ou en tout cas local et régional, même s'il y a une ligne de production et qu'on est sur de la micro-série. Je pense qu'aujourd'hui, le client va plutôt se pencher vers des produits qui ont une valeur d'authenticité, de vérité et de réalité qui prend sens, tout en ayant cette logique de aussi créer des objets amusants, ludiques, colorés, mais avec cette notion de vérité, de matière sensible, texturée, qu'on peut comprendre. Voilà, un objet qu'on peut comprendre. Et d'ailleurs, ça nous amène à l'intelligence artificielle, parce qu'on arrive vers quelque chose qui est très intéressant, parce que quid de la vérité, de la réalité avec l'intelligence artificielle, parce que finalement l'intelligence artificielle, c'est ce qui a bouleversé ces dernières années la société, c'est la nouvelle technologie qui a eu le taux d'adoption le plus important, et on se retrouve avec une IA générative qui produit des images, qui produit du contenu, où on se pose la question de la vérité, de la réalité et de l'authenticité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu une évolution. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle a été adoptée par les personnes qui utilisent, pas forcément par des professionnels. Et justement, les professionnels l'ont tout de suite intégré, mais on se rend compte que, et c'est ça qui est intéressant quand je parle de taux d'adoption, c'est qu'en fait, finalement, l'utilisateur du quotidien s'en sert. Il s'en sert parce que, une recette de cuisine, il s'en sert parce qu'il veut avoir des informations, comprendre des choses et des moments, compléter un savoir et une connaissance qui lui est donnée par des médias en questionnant l'intelligence artificielle, en la sollicitant. Et comme aujourd'hui, cette intelligence artificielle, il en existe plusieurs, vous avez OpenAI, vous avez Google, vous avez maintenant X, anciennement Twitter, avec Elon Musk qui a développé Grok. Il y a plusieurs intelligences artificielles qui ne sont pas toutes contrôlées. Et d'ailleurs, on se rend compte que plus l'intelligence artificielle est contrôlée, moins elle est efficace. C'est pour ça que Microsoft qui ont lancé leur intelligence artificielle et Google qui ont lancé leur intelligence artificielle qui est finalement assez contrôlée, intéresse moins que OpenAI et Grok aujourd'hui. C'est-à-dire, on sent que le consommateur, lui, il ne veut pas forcément que cette intelligence, et on en revient à cette idée d'authenticité, de vérité, ne veut pas que l'intelligence artificielle soit trop contrôlée, parce qu'elle perd de son efficacité dans la réponse qu'elle donne. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui va se passer en 2025, c'est que avec le choix qui est proposé, le consommateur ira vers l'IA, l'intelligence artificielle, qui n'essaye pas de lui raconter des histoires, qui essaye d'accompagner son quotidien, de l'aider à solutionner des problèmes du quotidien. Et en fait, finalement, on avait peur avec cette intelligence artificielle, et là, j'ai un avis qui est engagé là-dessus et sur lequel je vous attends dans les commentaires, mais moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle ne va pas supprimer des postes, en tout cas, là, telle qu'elle est proposée. Elle va trouver des solutions qui vont permettre de rendre le quotidien plus facile, plus intuitif,
C'est-à-dire que, voilà, on va se retrouver, c'est comme dit un ami, Frédéric, qui est un spécialiste dans l'IA, qui disait, voilà, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle va solutionner 100% de la problématique sur laquelle vous êtes en train de travailler. Elle va elle va aller jusqu'à 70%, peut-être 80%, mais les derniers 30 et 20%, c'est vous qui allez le faire. C'est la personne qui va justement définir le choix qu'elle va et le choix qu'elle va prendre vis-à-vis de la réponse que lui a donnée l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle se positionne vraiment comme un assistant. Et moi j'ai pu le remarquer en 2024, par exemple, un client m'a contacté parce qu'en dialoguant avec l'intelligence artificielle et en lui posant la question, c'est-à-dire il a soumis le projet qu'il voulait faire, le projet qu'il avait en cours, et il a sollicité l'intelligence artificielle pour lui proposer une liste de designers. Mon nom est ressorti et il m'a contacté, il a fait ce travail de recherche où il a complété justement les informations qu'a pu lui donner l'IA, et il a complété ça en faisant ce travail de recherche où il a contacté les designers, et puis à la fin, il m'a sélectionné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque bien que là, on n'est plus dans un moteur de recherche. On est dans une technologie qui essaye de comprendre et d'apporter des solutions, mais ces solutions ne sont pas définitives, elles ne sont que suggérées, et donc la personne peut faire ce travail de choisir par lui-même. Et je trouve que c'est très intéressant, et qu'en 2025, on va aller encore plus vers ça. Il va y avoir encore plus cette notion d'assistant de l'IA. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'utiliser des applications ou des plateformes qui sont assez contraintes, c'est-à-dire assez segmentées. C'est-à-dire on est par exemple avec OpenAI dans cette boîte de dialogue, avec machin, etc. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une horizontalité de cette intelligence artificielle. En d'autres termes, elle va investir différents champs et domaines, environnement de notre quotidien, plutôt, on va l'expliquer. Je pense que c'est ce qui va se passer en 2025. En 2024, j'avais dit, enfin fin 2023 pour l'année 2024, j'avais dit quel est l'objet qui va incarner cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, arrivé en fin de 2024, je trouve que ce n'est pas un objet qui va incarner l'intelligence artificielle. Je pense que c'est plutôt un environnement. C'est cet environnement qui va nous permettre d'interagir avec... Dans quel environnement l'intelligence artificielle sera développée pour nous accompagner le plus facilement possible. Donc par exemple, on l'a aujourd'hui dans l'automobile, d'une certaine façon, c'est-à-dire beaucoup de marques automobiles ont intégré l'IA avec des commandes vocales, mais dans l'habitat, très peu encore. Alors on a Google Home, mais qui fonctionne à moitié, Amazon a complètement disparu, Apple, justement, je veux dire, on les a complètement perdus, là. Je ne sais même pas où ils sont avec cette histoire d'Apple, les HomePod, et justement avec cette idée de construire un habitat intelligent. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Apple a fait une mise à jour technologique avec les processeurs qui lui permettent justement de faire tourner cette IA en local en 2024. Donc ça a été une évolution technologique. Ils nous ont proposé Apple Intelligence dans les iPhones. Mais ce qui va se passer pour l'année 2025, c'est qu'Apple, à mon avis, avec leur logique d'écosystème, travaille vraiment en profondeur pour créer un écosystème complet où l'IA viendra s'articuler à la fois au travail, dans votre quotidien, mais aussi à la maison, et que chaque objet, chaque produit d'Apple, donc l'iPhone, l'iMac, etc., le Mac mini et tout ça, ne seront que des interfaces qui vous connecteront avec cette intelligence artificielle. Et donc la maison est un élément qui n'a pas encore été travaillé. Donc je pense qu'en 2025, Apple va arriver avec des solutions pour l'habitat. Et c'est rigolo parce que j'ai pensé ça, j'ai tapé ça sur Google et je suis tombé sur cet article, la maison connectée, 3 produits prévus par Apple en 2025. Donc je pense que ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que notamment l'Apple TV, qui n'a pas reçu de mise à jour, va recevoir une mise à jour majeure en 2025 avec cette question justement de l'habitat et de l'intelligence artificielle dans l'habitat. Alors ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que on va avoir
une, une intelligence artificielle qui va devenir un assistant et qui, pour le coup, l'utilisateur, le client, va aller vers une intelligence artificielle qui va lui permettre de solutionner les petits problèmes du quotidien, mais aussi de lui donner des réponses qui ont du sens, qui sont authentiques et vraies, et en tout cas qui lui proposent quelque chose, qui lui donne des alternatives à ce qui lui est donné par les médias traditionnels et tout ce qui est déversé au quotidien. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il va rechercher dans l'intelligence artificielle. Donc toute intelligence artificielle qui sera trop formatée sera mise de côté. Dans cette logique d'authenticité et de vérité, le consommateur en 2025 ne consommera plus des produits dans lesquels on va jouer sur la culpabilité, la moralisation, la morale, la culpabilité, et on va essayer de lui imposer des logiques pour lesquelles il n'adhère pas forcément, mais dans lesquelles on joue sur cette manipulation. Et je pense qu'après, au regard de tout ça, ce recherche de la vérité sera visible dans les produits où on ira plus vers des produits, des espaces qui sont texturés, qui sont sensibles, dans lesquels on a ce rapport à la matière, doux, généreux. On est moins dans le produit statutaire, on est plus dans le produit sensible qui a du sens et qui raconte une histoire authentique et vraie. Voilà. Alors, il faut vraiment comprendre une chose, c'est-à-dire que là, je vous ai délivré une réflexion au fur et à mesure, c'est-à-dire je n'ai pas, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai construit une succession d'articles, enfin j'ai compilé une succession d'articles qui accompagnent ce discours, mais je vous ai délivré un discours qui est vraiment de l'ordre du ressenti. Voilà, donc c'est pour ça que il faut me suivre dans cette logique-là, dans cette réflexion-là. Et je pense que vraiment en 2025, on ira là-dessus. L'authenticité, la vérité, le retour à la réalité, à la matière sensible, qui n'est pas une matière trop transformée, justement où on perdrait cette notion de réalité. Donc on revient vers cette réalité, mais la couleur n'est pas perçue comme quelque chose qui va nous extraire de la réalité, mais qui va nous apporter de la tendresse, de l'humour, cette idée un peu d'adoucir les complications de la vie, mais toujours en gardant cette idée de vérité et d'authenticité, avec l'intelligence artificielle qui viendra apporter ce plus de... C'est ce qui est bizarre, ce qui est paradoxal, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'il apportera cette alternative dans ce qui est donné et ce qui est proposé par les médias mainstream ou ce qu'on peut voir. Voilà. Et donc le consommateur ira vers des marques qui apporteront ces valeurs-là. Voilà. Et comme je vous dis, là j'ai fait une construction, un discours en direct, 32 minutes. Encore un épisode de Mes Bricolos un peu long. Je me suis peut-être un petit peu répété. Bon, c'est pas grave, c'est-à-dire c'est ça dans ces épisodes de Mes Bricolos. On est vraiment dans l'idée de l'échange, de la réflexion. On discute ensemble, on construit une pensée critique et en même temps, on essaie d'envisager, de visualiser ces grands thèmes et ces grands sujets de l'année 2025. Donc, je vous attends dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous m'avez suivi dans ces idées-là, dans cette réflexion-là? Et puis, on se retrouve l'année prochaine, puisque c'était le dernier épisode de l'année 2024, pardon. Donc, on se retrouve en 2025. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, les amis. Profitez bien de ces derniers jours de l'année 2024. Et nous, on se retrouve en 2025, toujours pareil, avec ces épisodes de Mes Bricolos que je prends plaisir à faire chaque semaine. Des fois, c'est un peu plus dur que d'autres semaines, mais bon, je trouve ça toujours passionnant. Donc, on se retrouve en 2025. Et alors, bien évidemment, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et notamment l'épisode bilan de l'année 2024
allez la voir, elle est intéressante. Et puis voilà, on continuera ces épisodes de mes bricolos l'année prochaine. Donc les amis, pslama à tous, passez de très belles fins de fin d'année. On voit bien que c'est le dernier épisode, il y a quand même un petit peu de fatigue. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, à l'année prochaine.